Saviez-vous que chaque fois que vous chargez votre téléphone, une brosse à dents sans fil, que vous faites bouillir de l'eau pour vos pâtes ou que vous utilisiez un transformateur, il y a de grandes chances que vous utilisiez l'induction électromagnétique. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien l'induction électromagnétique, c'est ce phénomène où un champ magnétique qui change dans le temps va induire une tension. Alors cette tension, on l'appelle aussi la force électromotrice. On la note F et M. Et cette force F et M, eh bien, c'est celle qui va induire par la suite un mouvement des électrons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le courant électrique dans un conducteur. Alors essayons de penser l'induction électromagnétique comme un chef d'orchestre. Il donne vie à la musique en agitant sa baguette. Le champ magnétique, eh bien, c'est toute cette fougue de ce chef qui s'agite, et les électrons, eh bien, ce sont les musiciens. Plus le chef d'orchestre s'agite sur la grande scène, plus il donne des instructions aux musiciens, qui lisent aussi leur partition. Alors, cette partition, eh bien, elle agit comme un champ électrique statique. Mais si vous observez bien la baguette du chef, elle agit comme un autre champ électrique qui fait des mouvements de rotation. En physique, on parle de rotationnel du champ électrique. Bref, cette baguette envoie des directives aux musiciens. Et ces directives agissent comme une force électromotrice. Et ceci pour tout l'orchestre. Donc les instruments de l'orchestre se mettent alors à bouger. On peut dire que ces instruments agissent comme les électrons du circuit. Et ce mouvement des électrons, ce qu'on appelle le courant électrique, ce n'est rien d'autre que la musique de l'orchestre. Alors, on doit ce principe de base au physicien Faraday. Il nous dit que la force électromotrice générée, petit e, est directement liée à la dérivée temporelle du flux magnétique. Alors, mathématiquement, on le note souvent comme ça. Le flux magnétique, c'est peu ou prou le produit du champ magnétique par la surface du circuit. Donc le flux serait donc l'impact du chef d'orchestre sur la scène. Et la force électromagnétique, ce serait la dérivée temporelle du flux magnétique. E égale dφ sur dt. Alors imaginons maintenant que brusquement, eh bien, le chef d'orchestre s'agite avec des gestes complètement erratiques, comme s'il devenait fou. Que vont faire les musiciens? Il va y avoir de la résistance, c'est forcé. Ils vont jouer avec retard ou plus lentement. Et c'est une forme d'autorégulation que l'on connaît en biologie. C'est le physicien Lenz qui a complété l'idée de Faraday. Il a précisé que le courant induit, suite au champ électrique, crée de nouveau un champ magnétique qui s'oppose à la variation initiale du flux. Cela explique le signe négatif de la formule de Faraday. C'est un champ électrique induit qui résiste au changement du flux magnétique. Alors, on doit au physicien Maxwell de remplacer la force électromotrice petit e par le rotationnel du champ électrique. Vous vous rappelez, la baguette, elle tourne. En d'autres termes, on peut le voir comme si le champ magnétique B et le champ électrique E étaient liés, et que lorsque B varie dans le temps, cela crée une rotation de E. Donc vous comprenez ici que l'induction électromagnétique agit comme une chaîne de causes et de conséquences. C'est la manière dont l'instrument réagit aux injonctions du chef d'orchestre. Il faut bien comprendre aussi que les instruments ne peuvent pas influencer directement le chef d'orchestre par leur jeu. Autrement dit, même si les musiciens changent la façon dont ils jouent, c'est-à-dire que le courant électrique change, cela n'affectera pas directement les mouvements du chef d'orchestre. Donc il n'y a pas de réciproque. Une variation du mouvement des électrons n'induit pas forcément un champ magnétique. Passons maintenant à des exemples concrets. Imaginez une bobine de fil de cuivre qui est reliée à un galvanomètre. Un galvanomètre, c'est un petit appareil pour mesurer le courant. Maintenant, si vous déplacez un aimant vers l'intérieur ou l'extérieur de la bobine, eh bien vous verrez, l'aiguille du galvanomètre va bouger. C'est de l'induction électromagnétique en action. Quand l'aimant s'approche, le champ magnétique à travers la bobine augmente et ça crée un courant. Et quand l'aimant s'éloigne, le champ magnétique diminue et ceci crée un courant, mais dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'avec juste une bobine et un aimant, on peut produire de l'électricité.
C'est génial, non? C'est exactement le principe des générateurs de courant. On n'est pas obligé de déplacer l'aimant. Le champ magnétique est constant, mais si on fait tourner la spire de la bobine, eh bien la surface de la spire en contact avec le champ magnétique varie. Et ça veut dire que le flux magnétique, qui je le répète, c'est le produit du champ avec la surface, eh bien ce flux varie constamment. Et Faraday nous l'a bien expliqué, ce mouvement change à vitesse constante le flux magnétique. Et voilà, on a de l'électricité. C'est exactement ce qui se passe dans les centrales hydroélectriques et les éoliennes. Là, eh c'est le courant d'eau ou le vent qui fait tourner les aimants, ce qui induit un courant électrique. En gros, la nature se charge de faire bouger les aimants et nous, eh bien, on récolte l'électricité. C'est vraiment fascinant de voir comment des phénomènes naturels peuvent être utilisés pour générer de l'énergie. Alors, après avoir exploré comment l'induction électromagnétique nous permet de produire de l'électricité, voyons maintenant comment elle joue un rôle fascinant dans le domaine de la biologie et de la médecine. Oui, vous avez bien entendu, l'induction électromagnétique n'est pas seulement pour les ingénieurs. Elle a aussi des applications incroyables en biologie. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui permet aux médecins de voir à l'intérieur de votre corps sans ouvrir un seul centimètre de votre peau? Eh bien ça, c'est grâce à l'IRM et à l'induction électromagnétique. Imaginez un instant, vous êtes allongé dans une machine IRM, vous entendez ces petits bruits de cliquetis et vous vous demandez peut-être ce qui se passe. Eh bien en réalité, vous avez des champs magnétiques puissants qui sont en train d'aligner les atomes d'hydrogène de votre corps pour créer des images détaillées. C'est fascinant, non? Mais comment cela marche exactement? Eh bien les atomes d'hydrogène sont des protons et ils ont des propriétés magnétiques et ils se comportent donc un peu comme des mini-aimants. Ensuite, on a une brève impulsion d'onde radio qui est envoyée. Et ça perturbe l'alignement. Lorsque l'impulsion cesse, eh bien les protons vont retourner à leur position initiale d'équilibre. Mais ça va créer localement un champ magnétique oscillant. Et c'est là que l'induction électromagnétique entre en jeu. Le champ magnétique variable a induit un champ électrique dans les bobines de détection de l'appareil. Et cette induction électromagnétique est un peu comme une petite musique qui, produite par les protons, retourne à leur état de repos. Et donc il y a un courant électrique induit dans les bobines correspondant aux variations du champ magnétique des protons. Et ce sont ces signaux électriques qui sont ensuite analysés pour produire des images détaillées des différents tissus du corps. Ici vous avez le cerveau, car chaque type de tissu influence différemment le signal reçu. Donc vous voyez comment l'IRM utilise l'induction électromagnétique pour, entre guillemets, écouter la petite musique des protons et visualiser l'intérieur du corps humain. Mais ce n'est pas tout. Les champs magnétiques peuvent aussi influencer les molécules de différentes manières. Par exemple, ils peuvent induire des mouvements des molécules dipolaires. Je vous rappelle que notre corps est constitué majoritairement d'eau ou même d'ions. Donc un champ magnétique oscillant, il peut aussi perturber l'orientation des dipôles, et je pense dans les lipides des membranes. Cela peut altérer la perméabilité de la membrane et affecter le passage des ions et des petites molécules. Je prends ici l'exemple des canaux calciques, qui sont des protéines situées dans la membrane cellulaire qui régulent les flux des ions calcium, Ca2+. Et donc, à travers les membranes, des études ont montré que des champs électromagnétiques de faible intensité, mais avec des fréquences bien spécifiques, peuvent influencer les canaux calciques en augmentant la perméabilité. Cela se produit parce qu'il y a des champs oscillants qui peuvent altérer la conformation de ces protéines ou affecter l'environnement électromagnétique local et donc modifier ainsi la probabilité d'ouverture des canaux. Donc vous voyez que l'application des champs magnétiques peut donc être exploitée dans des applications thérapeutiques. On connaît la thérapie par les ondes électromagnétiques pulsées. Cette thérapie est utilisée pour promouvoir la réparation des tissus et réduire la douleur ou l'inflammation. On appelle ça la magnétothérapie. On applique des champs magnétiques variables pour induire des courants dans les tissus qui peuvent influencer les processus de guérison potentiellement en modifiant l'activité des enzymes de réparation de l'ADN ou en influençant des radicaux libres. Tout cela nécessite une compréhension très fine
en fait des fréquences et des intensités optimales pour cibler spécifiquement des canaux, des protéines d'intérêt, sans que l'on ait d'effets indésirables. Mais alors, il est clair qu'à haute intensité, les champs électromagnétiques peuvent chauffer les tissus. Et ça, c'est un phénomène utilisé dans certaines thérapies. On parle de l'hyperthermie. On utilise ça pour traiter certains cancers. L'idée, c'est de chauffer les cellules cancéreuses pour les détruire sans toucher les tissus humains. Et c'est une application directe de l'effet thermique des champs électromagnétiques. Mais alors, ces champs magnétiques sont-ils sans danger? Et vous pourriez vous poser cette question, et c'est légitime. Alors, heureusement, il y a des normes strictes qui existent pour protéger notre santé. Il existe des réglementations et des normes de sécurité très strictes pour limiter l'exposition à des champs magnétiques ou électriques, que ce soit dans un cadre médical, mais aussi dans notre vie quotidienne. Par exemple, je vous donne ici dans le tableau, vous avez des champs électromagnétiques utilisés dans des appareils IRM. Eh bien, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, c'est la ICNIRP, eh bien, elle recommande que les champs magnétiques statiques pour le grand public ne dépassent pas, par exemple, 40 millitesla, tandis que pour des travailleurs, la limite est de 200 millitesla. Dans les environnements médicaux, les IRM peuvent générer des champs statiques beaucoup plus élevés, mais alors il faut prendre des précautions pour limiter l'exposition des patients et du personnel. Alors, pour des champs électromagnétiques de fréquence radio, comme ceux que nous utilisons dans les télécommunications, la limite d'exposition est fixée à 50 volts par mètre pour des fréquences qui vont de 200 à 300 GHz. Vous l'aurez compris, ces niveaux sont bien en dessous des seuils où les effets biologiques nocifs pourraient se manifester. Donc ces normes sont le fruit d'études scientifiques approfondies et sont là pour vous assurer que les avantages de ces technologies, qu'il s'agisse d'examens médicaux de pointe ou de communication sans fil, dépassent largement les risques potentiels. Tant que ces limites sont respectées, nous pouvons profiter des champs électromagnétiques de manière sûre et efficace, tout en minimisant les risques pour la santé. Cela dit, j'espère que vous comprenez désormais que l'induction électromagnétique ne sert pas uniquement à faire tourner nos éoliennes ou à rechercher nos portables, c'est bien plus que ça. Le magnétisme, c'est une technologie omniprésente et polyvalente, avec un avenir prometteur dans de nombreux domaines, notamment la biologie. Il ne cesse d'ouvrir de nouvelles portes dans l'innovation médicale. D'ailleurs, une question pour vous, avez-vous déjà réfléchi aux conséquences sur les systèmes vivants d'un monde qui serait sans gravité, c'est-à-dire sans champ magnétique? Vous pensez que votre cœur ou vos muscles seraient aussi forts dans un tel environnement? Quel serait selon vous le plus grand risque? Merci pour votre attention et à très bientôt.